s'intéresse ce soir à un phénomène qui inquiète les ONG et les scientifiques, la désinformation sur le climat. Plus d'une cinquantaine d'organisations ont appelé cette semaine les gouvernements à lutter contre ce fléau. Un appel lancé dans une lettre ouverte adressée aux participants à la COP29 et au sommet du G20. Et on en parle ce soir avec deux invités en direct de Montréal au Canada. Marie-Ève Carignan, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'université de Sherbrooke, co-auteur d'un rapport intitulé « Désinformation et déni climatique, revue de la littérature et portrait de la situation au Québec ». C'est un document produit par une vingtaine de chercheurs québécois issus de 3 universités différentes. Et en plateau avec nous, Emmanuel Vincent, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur et directeur exécutif de Science Feedback, une association de scientifiques qui lutte justement contre la désinformation. Alors Emmanuel Vincent, la désinformation sur le climat, dites-nous, c'est un phénomène qui gagne du terrain aujourd'hui. Quelle est son ampleur précisément ? Alors, est-ce que ça gagne du terrain? Ça a toujours existé, enfin ça fait environ 30 ans que ça existe. Là où ça gagne du terrain, c'est probablement ce qu'on peut dire sur les réseaux sociaux, où vraiment on voit des vidéos sur TikTok, sur YouTube par exemple, qui ont des millions de vues. Et à ce niveau-là, oui, on peut dire qu'il y a de plus en plus d'audience et d'influenceurs qui vont s'intéresser à ce créneau, notamment du fait de la fin de la pandémie, où il y avait beaucoup de fausses informations sur le Covid, sur les vaccins. Et maintenant, il y a pas mal de gens qui se déplacent sur le domaine du changement climatique. Ouais, ça veut dire que ce sont les mêmes personnes qui, justement, instrumentalisaient ou diffusaient des fausses informations sur le Covid-19 qui, aujourd'hui, reprennent les mêmes mécanismes sur les questions climatiques. Alors, assez souvent, oui. C'est pas toujours, il y a des spécialistes des différents domaines, mais il y a une sorte de perméabilité maintenant entre la désinformation sur le climat, sur l'Ukraine et sur la santé. Donc, il y a une sorte de convergence de beaucoup de mouvements de faux sceptiques, on va dire, qui vont nier la réalité à différents niveaux parce que ça leur donne une audience sur les réseaux sociaux notamment. On va parler justement de ces artisans de la désinformation climatique. Marie-Ève Carignan, quelle est l'étendue du déni climatique au sein des populations au Canada et au Québec ? Oui, en effet, c'est un phénomène qui préoccupe depuis longtemps. Puis on en parlait déjà à la COP28. On avait des panels qu'on a animés avec notre équipe là, sur le problème de désinformation climatique. Donc, c'est pas nouveau, mais ça semble s'accentuer. Au Canada, au Québec, on voit vraiment que c'est un écosystème qui parle avec celui de la France. Donc, souvent, les influenceurs québécois, particulièrement francophones, sont très présents aussi en France et en Belgique. Et donc, c'est un écosystème, là, la francosphère complotiste ou de désinformation qui s'influence beaucoup l'un l'autre. Et dans l'analyse préliminaire qu'on a fait, là, qui est une première étape sur plusieurs travaux là, à long terme par rapport à la désinformation climatique. Ce qu'on a pu voir notamment, c'est qu'à peu près tous les types de déni climatique qu'on peut observer étaient très présents dans le discours de ces influenceurs québécois francophones-là. Donc, à la fois partant d'un déni littéral qui va dire, par exemple, qu'il n'y a pas de changement climatique ou qu'il n'y a pas de cause anthropique, donc que c'est pas redevable à l'homme, allant jusqu'à un déni qui va, par exemple, nier le consensus scientifique, nier les solutions qu'on va proposer ou leur impact là, individuel ou global. Donc, on voit vraiment différents types de déni et là-dedans s'inscrit aussi tout un discours complotiste qu'on a pu relever. Alors, on va regarder justement ensemble un exemple très concret de déni climatique que justement Science Feedback a décortiqué. C'est une vidéo publiée par un internaute sur Twitter. Elle a fait plus de 42 000 vues. C'était au sujet des inondations à Valence en Espagne. On regarde. J'ai 52 ans bientôt, je n'ai jamais vu de tornade en Espagne. Et subitement, hop, on voit des tornades comme aux States. Bizarre quand même, changement climatique. Je voudrais bien avoir le nom du mec qui appuie sur le bouton là. Juste pour foutre la merde. Voilà, je voudrais bien avoir le nom du mec qui appuie sur le bouton. Emmanuel Vincent, ce genre de croyance, ça vient d'où? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de retracer l'origine de ces croyances? Alors, l'origine de cette croyance, c'est peut-être difficile. On observe ça maintenant de manière récurrente, c'est-à-dire que dès qu'il y a des phénomènes extrêmes, par exemple des feux au Canada, aux États-Unis l'année dernière, on a toutes sortes d'explications un petit peu tirées par les cheveux qui sortent. Donc les feux au Canada, typiquement, ça aurait été causé par des lasers qui viennent de l'espace. Donc ça semble incroyable. Et pourtant, il y a quand même une audience assez importante. Donc peut-être qu'une explication, c'est que ça fait de l'audience, finalement. Là, vous avez parlé de 50 000 vues pour cette vidéo-là, mais il y a des dizaines, voire des centaines de millions de vues sur des vidéos qui ont dit que les inondations en Espagne sont en fait causées par l'homme, par
une sorte de machination. Voilà, les gens ont observé un bateau au large de la côte espagnole et on dit c'est ce bateau qui a créé la tempête, qui a créé la pluie, enfin, sans expliquer évidemment comment ça fonctionne. Donc voilà, quelle est l'origine exacte? C'est difficile de savoir. Maintenant, ça fait de l'audience et potentiellement aussi ça empêche les gens de penser aux problèmes réels. Donc c'est peut-être ça aussi qui est l'explication. Marie-Ève Carignan, je vous voyais acquiescer à travers votre écran. Ça veut dire quoi aujourd'hui que finalement les scientifiques n'ont plus de poids parce qu'il y a quand même un consensus scientifique sur ces questions climatiques, mais on l'a vu à travers cette vidéo, il y a quand même des résistances très très fortes. Et il y a, comme le disait Emmanuel Vincent à l'instant, une résistance aujourd'hui à ces discours scientifiques. Comment est-ce que vous analysez le fait que finalement les scientifiques ont du mal à se faire entendre ? Et en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments ou de facteurs qui vont faire en sorte qu'on va adhérer à la désinformation climatique ou à des thèses conspirationnistes sur le changement climatique. Et parmi ça, il y a un manque de confiance souvent qu'on va voir dans les institutions, qu'elles soient scientifiques, médiatiques, politiques. Et parfois, l'expert ou le pseudo-expert, parce que souvent, c'est des experts qui sortent de leur champ d'expertise ou qui n'ont pas une vraie expertise pour se prononcer sur le changement climatique. Mais cet expert-là qui va aller dans le sens contraire de tous ceux qui sont d'accord avec le consensus scientifique va être celui qui va être le plus cru par ces groupes-là qui vont dire, ben voilà, quelqu'un qui ose dénoncer le grand complot, qui ose aller contre le discours qu'on lui impose. Alors, on va vraiment le voir comme un peu l'expert crédible, même si, dans le fond, il s'oppose vraiment à un consensus à où la science, à ce moment-ci, avec les connaissances, nous emmène. Et pour les chercheurs en ce moment qui sont spécialisés dans le domaine justement du changement climatique, c'est clair qu'il n'y a plus de débat à avoir sur le changement climatique. Plus que 99 % des chercheurs vont dire qu'il y a un changement climatique. Maintenant, on peut débattre des solutions, du meilleur moyen de le contrer, du devoir des pays par rapport à ça, mais on ne peut pas débattre du changement climatique. Et malheureusement, cette méfiance-là est liée avec l'anxiété aussi. Parfois, on va voir que notamment chez les jeunes, c'est beaucoup l'éco-anxiété qui amène qu'on va adhérer à ces discours-là. Et en effet, il y a des événements. J'acquiesçais avec mon collègue, puisque c'est très vrai que nous aussi, on observe qu'au moment où il y a une remontée d'événements climatiques comme les feux de forêt, les inondations ou autres, on voit aussi une hausse de ce type de discours qui nie le changement climatique, les impacts ou les solutions. Alors, une illustration très concrète de ce que vous disiez à l'instant. Aujourd'hui, il y a effectivement des influenceurs, des youtubeurs qui sont, on peut le dire, devenus en quelque sorte des spécialistes du déni climatique. C'est le cas de Raptor. Il cumule plus de 700 000 abonnés sur YouTube. Regardez. Tout ce scam climatique ne repose déjà sur rien de fiable dans un premier temps, et victime d'une manipulation grotesque dans une orgie de conflits d'intérêts plus monumentaux qu'à l'époque du communisme 19, dans un deuxième temps. Ne concerne que les zombies occidentaux lobotomisés qui se dirigent tout seuls comme d'habitude à l'abattoir avec grand plaisir, dans un troisième temps, et les solutions proposées sont une escroquerie de plus. Et vous y croyez? Eh oui, ou plutôt après cette vidéo, vous y croyez. Voilà, cette vidéo, elle s'appelle « Réchauffement climatique, décryptage d'une arnaque mondiale ». Emmanuel Vincent, quels sont les mécanismes qui finalement rendent ces discours presque crédibles? Parce que quand on l'écoute, il y a presque une certaine logique en fait dans la narration. Oui, alors ça va paraître un petit peu convaincant, je pense, parce que c'est joliment fait, c'est joliment très bien mis en scène, mis en place. Voilà. Et ensuite, il va y avoir une sorte d'appel à la science, mais qui va toujours être déformé. Donc typiquement, cet influenceur-là s'est appuyé sur un scientifique, mais qui n'est pas un scientifique du climat, qui n'est pas expert de ce sujet, qui s'appelle Steve Koonin, dont on avait déjà démonté les arguments il y a 2 ans. Et finalement, il a juste recyclé, adapté ce qui était présent aux États-Unis à la France. Et donc, il utilise des arguments qui peuvent paraître en surface convaincants, mais quand on va creuser, et c'est ce qu'on fait sur notre site Science Feedback, on se rend compte qu'en fait, il va nier la réalité scientifique et il va rapidement essayer de présenter un argument rhétorique, mais qui n'a pas de fondement, qui est inconsistant avec les observations. Par exemple, il dit dans sa vidéo que l'augmentation du niveau des mers pourrait être naturelle, puisque ça a été naturel dans le passé. Voilà, donc ça a l'air logique. On se dit, bah oui, dans le passé, ça a été naturel. Sauf que les scientifiques ne font pas ça. Ils ne se contentent pas juste de dire, avec des mots, « Ah, ça existait dans le passé, ça doit être la même chose aujourd'hui ». Donc ils vont analyser réellement qu'est-ce qui est responsable de l'élévation du niveau de la mer aujourd'hui. Et quand on fait ça, on se rend compte que le niveau de la mer était stable pendant 8000 ans. Voilà, on n'a pas eu d'augmentation, il n'y a rien qui pourrait expliquer, à part l'influence humaine,
que subitement, maintenant, aujourd'hui, le niveau de la mer, rapidement, est en train de monter. Marie-Ève Carignan, il y a aussi le déni, il faut quand même le rappeler, le déni climatique ou le climato-scepticisme de certains responsables politiques. Je pense évidemment à Donald Trump qui ne se cache pas sur le sujet et qui vient d'être réélu président des États-Unis. Il prendra ses fonctions en janvier prochain. Est-ce que sa réélection va ouvrir la voie à une nouvelle vague, selon vous, de désinformation climatique ? Mais le discours de Donald Trump perce beaucoup au Canada anglais et ensuite est souvent traduit au Québec dans la francophonie québécoise et ensuite va traverser les frontières pour être partagé par des influenceurs francophones québécois en France, en Belgique, comme je le disais. Donc oui, ça risque de percer et on le voit vraiment dans nos études, il y a un lien. Donc souvent, les gens qui vont avoir des idéologies politiques plus de droite radicale ont davantage tendance à adhérer à cette vision qu'il n'y a pas de réchauffement climatique ou que les solutions ne sont pas les bonnes. Et on voit finalement, là, on est en train de creuser avec notre équipe dans certains groupes qui sont liés à la droite politique. On voit cette prégnance-là d'un certain discours de déni climatisme et de complotisme liés au climat. On voit aussi qu'il y a certains groupes qui sont souvent un peu plus à droite idéologiquement, comme par exemple des mouvements pro-pétrole, donc de loisirs, des groupes pétromasculinistes, par exemple, qui vont adopter aussi plus largement, semble-t-il, que ce qu'on observe ailleurs, là, un discours de désinformation climatique. Alors justement, Donald Trump, puisqu'on parle de complotisme, a nommé comme futur ministre de la Santé de sa future administration Robert Kennedy, qui sera donc ministre de la Santé. Robert Kennedy, c'est une figure anti-vax, complotiste. On se souvient de ses propos justement lors de la pandémie de Covid-19. Emmanuel Vincent, le risque aujourd'hui d'une administration américaine qui finalement serait prête à défier la communauté scientifique, c'est quelque chose qui vous inquiète ? Alors oui, c'est clairement inquiétant. Donc effectivement, cet individu, nous avons fait beaucoup de vérifications de ses affirmations pendant la pandémie. Donc la plupart étaient fausses. Effectivement, il va faire croire que le risque des vaccins est plus important que ce qu'il n'est, par exemple en prenant des anecdotes, en montrant qu'une personne peut-être a eu un effet secondaire, mais en ignorant qu'il y a des milliards de gens qui ont été vaccinés et qui n'ont pas eu ces effets-là. Et voilà, le risque, c'est qu'à long terme, peut-être pas tout de suite dès le début, mais qu'à long terme, si la vaccination recule aux États-Unis, eh bien, dans quelques années, on va voir réémerger des maladies qui pouvaient avoir été éradiquées et qui vont revenir si les gens ne respectent pas le schéma vaccinal. En tout cas, ça devrait vous donner du fil à retordre du travail justement de réinformation peut-être scientifique dans les années à venir. Quelles sont les conséquences concrètement de ce type de discours sur le climat ? Est-ce que ça freine vraiment la lutte contre le réchauffement climatique ? Oui, alors ça c'est sûr que ça freine effectivement la transition vers par exemple une économie plus décarbonée. Donc beaucoup de désinformation aujourd'hui. On a dit que tout existe encore, le déni vraiment de base de la réalité du changement climatique, de son origine humaine. Mais de plus en plus, ce que l'on voit maintenant, c'est une désinformation peut-être un peu plus fine qui va essayer de faire croire aux gens que les solutions pour décarboner l'industrie sont mauvaises. Donc, il y a beaucoup d'attaques envers les énergies renouvelables, les batteries, les voitures électriques. Et donc ça, on le voit se diffuser de plus en plus. Et l'impact est réel. Par exemple, un sondage récent montrait que 70% des Français pensent que la voiture électrique pollue autant qu'une voiture à essence, ce qui n'est pas vrai. Une voiture à essence, en moyenne, pollue moitié moins sur son cycle de vie en termes d'émissions de dioxyde de carbone. Donc, on va effectivement empêcher les gens d'être informés correctement sur un sujet, ce qui va influencer sur leurs décisions. Alors justement, Marie-Ève Carignan, est-ce que la communauté scientifique a aujourd'hui les moyens de lutter contre cette désinformation ou au moins de la modérer ? Mais c'est certain que plus qu'on fait de recherche sur la désinformation pour comprendre certains patterns, on parlait tout à l'heure de l'exemple de la COVID, c'est très clair dans nos recherches, on voit comment les discours de certains leaders conspirationnistes sont repris sur la désinformation climatique avec la COVID, donc l'idée d'un pass climatique ou d'un pass vaccinal, l'idée de villes
qui seraient des villes 10 minutes où on peut tout faire à pied, mais on va parler à ce moment-là d'un confinement climatique. Donc, il faut étudier ces discours-là pour les comprendre puis pouvoir les prévenir. Parce que plus qu'on est à même d'anticiper le genre de discours qui risque d'émerger, surtout maintenant qu'on sait, comme on le disait tout à l'heure, qu'il y a des événements climatiques ou des événements comme, par exemple, les COP, les GIEC qui font augmenter la désinformation climatique, bien, en amont, en tant que chercheur, on peut prévenir les gens sur voici le type de discours auquel vous risquez d'être exposé, voici pourquoi ce discours-là, il faut s'en méfier, ça peut être faux. Donc, faire un peu ce qu'on appelle finalement de la prévention en termes de recherche, d'expertise, parce que là, on aura l'information pour pouvoir prévenir ces discours-là. Mais c'est certain que la solution doit se faire à plus long terme. Donc oui, la recherche doit se poursuivre pour mieux comprendre, mais il faut réfléchir encore à comment on peut encadrer davantage les plateformes, ces discours-là, puis de d'autres façons, éduquer la population, lui donner accès à de l'information scientifique fiable et de l'information médiatique fiable pour qu'elle puisse aussi faire des choix éclairés face à toute cette désinformation-là qui est beaucoup plus accessible en ligne maintenant. Merci beaucoup, Marie-Ève Carignan, professeure à l'Université de Sherbrooke au Canada. Vous étiez en direct de Trois-Rivières et on remercie évidemment nos confrères de la radio-télévision canadienne pour la télétransmission. Merci à vous également, Emmanuel Vincent, fondateur et directeur exécutif de Science Feedback, une association de scientifiques qui lutte justement contre la désinformation. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions.